Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un second podcast. On va parler de rétro gaming. Rétro gaming par anticipation surtout. J'ai eu une réflexion autour de ça, en fait, autour du rétro gaming, suite à un commentaire qui a été fait par l'un de mes abonnés et qui me disait j'ai acheté des jeux PS3, j'ai acheté des jeux PS2 et je n'ai pas la console. Donc du coup, je vais peut-être me pencher sur la question et acheter la console. Et à la suite de ça, je me dis il y a peut-être un truc à faire là-dessus, il y a peut-être un truc à dire parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, quand on achète ce qu'on appelle du rétro gaming, j'entends de la Mega Drive, de la Atari Lynx, de la Game Gear, de la Master System, des choses comme ça, toutes ces vieilles consoles. On peut même remonter jusqu'à du TO2, de l'Amstrad CPC 464, de l'Amstrad CPC 6128 qui lui était à disquette alors que le 464 était à cassette. Donc là, quand on est même sur ces modèles, on est plus sur le rétro, on est quasiment sur le vintage. Le rétro gaming, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en son temps, c'était pas du rétro gaming, c'était tout simplement du gaming. Donc la question qui va se poser, c'est est-ce que le gaming d'aujourd'hui va devenir du rétro gaming de demain? Si on analyse certaines tendances, il semblerait, moi de ce que je vois dans les brocantes, les vides-greniers, il semblerait que des consoles qui ne sont pas si vieilles que ça, hein, mais des consoles qui ont eu des packs un peu en série limitée, des choses comme ça, commencent à devenir un petit peu collector. J'en prends pour exemple, euh, de la console Xbox rouge estampillée Resident Evil. Donc c'était Resident Evil, le 5, qui était sorti avec un pack spécial Xbox 360 rouge. Donc c'est une console d'ailleurs que j'ai. Je suis bien content de l'avoir au final. On a eu aussi pas mal de consoles quasiment dans la même génération ou à cheval. On avait tout ce qui était GameCube. On a eu des GameCube de toutes les couleurs, des grises, des bleus. Je ne sais même plus ce qui était sorti comme couleur sur ces consoles. Mais ça, c'est des consoles qui peuvent potentiellement coter. Là, si je reprends ce qui sort maintenant, on a une PS5 qui sort aux couleurs de Spider-Man. Je pense que c'est un pack qui va devenir collector dans le temps. Mais c'est pas parce qu'il va devenir collector qu'il sera considéré comme étant du rétro gaming. Le rétro gaming, il faut avoir ce côté un petit peu de nostalgie. Il faut avoir ce côté de tiens, ça manquait ce temps-là. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Projetez-vous dans les années futures. Vous partez, on va dire, 15-20 ans plus tard. Imaginez-vous dans ces années futures et dites-vous, est-ce que la PlayStation 5, le pack Spider-Man, cette console rouge, est-ce qu'elle me manque? Est-ce que vous imaginez dans 20 ans que ce pack va devenir un pack rétro gaming? C'est une grande question. Je pense que le rétro gaming à l'heure actuelle, tout ce qui est Mega Drive, toutes ces vieilles consoles qu'on considère à l'heure actuelle comme étant du rétro gaming, euh, elles vont continuer de faire leur bonhomme de chemin. Je ne suis pas convaincu qu'elles prennent énormément de valeur au fil du temps. J'en veux pour preuve une Mega Drive que j'ai achetée 35 euros il y a quelques années déjà, hein, en brocante. Alors j'ai eu du bol, effectivement c'était de la console qui valait entre 60 et 100 euros. Mais si on observe bien, à l'heure actuelle, on en trouve encore à 50, 60 euros. Donc j'ai envie de dire que c'est aussi dépendant de certaines régions. J'ai pu remarquer sur des annonces sur Internet que selon les régions, les consoles rétro vont pas se vendre le même prix. J'en veux pour preuve, récemment je suis tombé sur une console rétro dans un vide-grenier brocante. Je l'ai acheté à un professionnel. Je l'ai acheté pour une bouchée de pain. Et, et ce que je vois, c'est que la même console dans ma région va se vendre 2 à 3 fois le prix que je l'ai payé alors que j'étais dans le sud. Alors, est-ce que j'ai eu un coup de bol? Peut-être. Mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même le sentiment que selon les régions, les prix des jeux et les prix des consoles ne sont pas les mêmes, qu'il s'agisse de jeux rétro ou qu'il s'agisse de jeux récents. Euh, j'ai eu des réflexions sur des jeux que j'achetais généralement 2 à 3 euros en brocante, qui peuvent s'acheter sur des régions peut-être qui ont été mieux achalandées ou sur des régions sur lesquelles ces jeux ont moins bien marché, aux alentours de 1-2 euros. Donc vous voyez, c'est vraiment pas une science exacte. Euh,
Je pense qu'il faut en permanence être au courant de comment évolue le marché. Avec les expériences passées, vous allez pouvoir peut-être affiner votre vision et de voir un petit peu ce qui peut potentiellement marcher ou devenir rétro ou collector dans le futur. Ça, c'est pour les spéculateurs. Et puis même sans parler de spéculer, de se dire j'ai une super belle pièce dans ma collection. Vous imaginez dans 20 ans, vous avez cette PlayStation rouge nickel, quasiment pas abîmée, voire pas déballée, hein. Il suffit de l'acheter en double, tout simplement. Euh, je pense que c'est une console qui de toute façon ne perdra pas forcément de valeur, et elle en prendra peut-être un peu. Je ne suis pas sûr que les consoles nouvelle génération créent ce sentiment de nostalgie qu'on a à l'heure actuelle avec des consoles des années 80 ou 90. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à apporter votre pierre à l'édifice de ce podcast, parce que je pense qu'il y a matière à dire sur ce marché du rétro gaming, sur ce marché des consoles un peu vintage. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit un marché qui évolue vraiment énormément en termes de tarifs. Je pense que ça a même plutôt tendance à se tasser. On a eu une grosse hype il y a 5, 6 ans, voire 10 ans de ça. Et je pense que c'est en train de redescendre. Au mieux, vous allez retrouver ces consoles rétro au prix qu'elles valaient quand on les achetait à l'époque. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce que vous voyez des consoles, je sais pas, des Game Boy à 60, 100 euros sur le net, que vous les voyez en annonce, qu'elles se vendent forcément. Il y a un bon type pour voir ça. Vous allez sur eBay, vous allez sélectionner toutes les ventes effectuées. Et c'est là que vous allez avoir une tendance du marché. Et idéalement, c'est là-dessus qu'il va falloir se baser si vous voulez faire des achats. C'est pareil, n'achetez pas tout et n'importe quoi. Essayez de partir sur des consoles qui sont à minima testées. Ou demandez au vendeur de vous envoyer une vidéo des consoles. Voilà, idéalement, c'est de ne pas se faire avoir pour conserver ce côté fonctionnel de ces rétro-consoles et de les emmener au maximum de leur vie et de voir si elles prennent de la valeur dans les années qui viennent. Acheter une console à l'heure actuelle 50 ou 60 euros ou peut-être avec encore sa boîte de l'époque, je sais pas, 100, 150 euros, je pense que c'est pas déconnant. Ça prendra de toute façon de la valeur, je pense, hein. Après, sur de la console dernière génération qui sort maintenant, de la Xbox Series, de la PlayStation, même des consoles portables, et encore que le Steam Deck ou des consoles de ce type-là, je pense que ça peut prendre de la valeur. Le Steam Deck, quand je l'ai eu en main la première fois, euh, je me suis retrouvé avec une console qui ressemblait à la Game Gear, et j'ai eu ce côté nostalgique. J'ai vraiment eu ce rappel de cette console de Sega. Et je me suis dit, waouh, ils ont réussi un truc de fou. Je pense que c'est quelque chose, un effet, une impression qu'on aura beaucoup moins avec de la ROG Ally dans 5 ans, 10 ans, ou voilà, que sais-je. C'est pareil, le Steam Deck, qu'en sera-t-il dans 5 ans, 10 ans? Est-ce qu'il sera toujours fonctionnel? Est-ce qu'il sera toujours rétro-compatible avec des jeux de la plateforme Steam? On a aussi l'aspect de collection de jeux. Alors, ça peut apporter de l'eau au moulin. C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, les consoles dernière génération, on a quand même tendance à aller vers du jeu dématérialisé. Je pense, je peux me tromper, mais je pense que si on a une vision, une projection de l'avenir, il y a une forte probabilité qu'on tende à aller vers du tout dématérialisé. Mais si vous investissez sur des consoles actuelles avec l'idée de vous faire une très belle ludothèque, investissez sur de la ludothèque physique, parce que dans 15 ans ou 20 ans, vous aurez toujours des collectionneurs qui vont chercher des perles rares, comme on fait nous à l'heure actuelle sur de la rétro-console, hein, qui vont chercher des perles rares de jeux vidéo, par exemple peut-être du Zelda Breath of the Wild, du Zelda TOTK ou des choses comme ça. Donc achetez en physique, n'achetez pas en dématérialisé. Je suis un aficionado du physique parce que je trouve que ça fait des ludothèques qui sont quand même magnifiques. Et je pense que de se focaliser sur le physique, sur les éditions physiques, c'est quelque chose qui peut valoriser matériellement des consoles que vous auriez envie de revendre peut-être plus tard, qui ne seraient pas forcément abîmées, et que voilà, que vous aimeriez peut-être spéculer dessus.
Pareil, si vous voulez faire de la vente de consoles rétro plus tard, n'hésitez pas à conserver vos boîtes parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, sur les consoles rétro, on a des boîtes qui sont très très abîmées. Donc il faut tirer parti de ces expériences passées pour se dire, eh bien, c'est vrai qu'à l'époque, on ne prenait pas soin des boîtes parce qu'on n'avait pas cette projection, mais maintenant qu'on a ce recul, je pense qu'il est évident qu'il va falloir prendre en compte cet aspect, collection, et peut-être prendre un petit peu plus soin de ses affaires pour éventuellement en tirer quelque chose dans les années futures, si vous voulez le faire. Voilà, c'était un avis personnel, très personnel, sur l'évolution du rétro gaming peut-être dans le futur. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce que je dis, de ce que vous pensez peut-être de ces projections qui n'auront peut-être pas lieu. Je ne sais pas du tout comment le marché va évoluer. C'est qu'un avis perso. Généralement, j'ai le nez creux, mais tout peut changer d'un moment à l'autre. Donc voilà, restez à l'affût de ce qui va se passer. J'espère que ce podcast assez court vous aura quand même plu. Et on se dit à très bientôt pour un prochain podcast et bien sûr de nouvelles vidéos sur le monde de l'Olympie. La bise tout le monde, tchuss.